Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints en Amphicaco. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais faire l'introduction de cette leçon inaugurale. Je remercie François de m'avoir laissé pour cette leçon sa place. Vous dire que c'est un très grand honneur pour le directeur de l'école des ponts que je suis et une très grande joie personnelle de recevoir aujourd'hui pour cette leçon inaugurale Pierre Vels. Et donc je vais commencer par vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté de venir vous parler et nous parler pendant quelques minutes. Et donc j'ai accepté cette lourde tâche de présenter Pierre. Et je vais vous dire pourquoi c'est une grande joie de l'avoir. Pierre fait partie de ces rares personnes qui ont su entrelacer de multiples vies professionnelles dans sa vie professionnelle. Et c'est un tour de force que je trouve très admiratif. Et donc la personne que l'on reçoit ce midi, ça n'est pas une personne, c'est en fait plusieurs parcours. Il y a l'ingénieur, concepteur et praticien, l'ingénieur des ponts qu'il est, puisque Pierre est polytechnicien et ingénieur des ponts. Il y a l'ancien directeur de l'école des ponts, car Pierre a été directeur de cette école, et j'y reviendrai bien plus que ça pour cette école. Et puis, il y a ce pourquoi il nous fait le plaisir et l'honneur de venir ce midi, c'est le penseur, l'éclaireur, c'est quelques rares personnalités qui nourrissent le débat public et donnent de la nourriture pour la pensée. Et le livre de Pierre, le dernier d'une longue série, entre dans cette catégorie-là. Alors, je ne vais pas refaire toute la biographie de Pierre, ce serait trop long, mais juste vous l'utiliser pour aussi faire écho à ce que j'ai pu vous dire en vous accueillant la semaine dernière. Pierre, c'est d'abord un ingénieur qui, dans les années 60-70, à la fin des années 60 et des années 70, a beaucoup œuvré d'une des politiques que les ingénieurs des ponts, dont les ingénieurs des ponts se sont saisis, c'est l'aménagement du territoire. C'est l'époque d'opérateurs de mission comme la Tatar, où on pensait l'aménagement de nos territoires. Et Pierre a d'abord été un praticien de l'aménagement du territoire, avec des grands noms d'ingénieurs des ponts et au-delà qui ont pensé l'organisation de notre pays. Et puis parce qu'il avait ce goût de la conceptualisation aussi, de mettre en théorie ce qu'il pratiquait au quotidien, il a été un grand rédacteur, un grand concepteur des théories de l'aménagement du territoire, qui l'ont quand même amené, je tiens à le souligner, à être Grand Prix de l'urbanisme en 2017, loin s'en faut. C'est un prix prestigieux décerné par le ministère chaque année aux personnalités qui font avancer les questions de l'urbanisme, et d'être le premier directeur de l'EPAPS, qui est l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay. Et en fait, ces deux points d'arrivée-là ne sont que la longue suite de sa réflexion et de sa pratique de l'aménagement du territoire qu'il a ensuite décrit dans beaucoup de ses livres. Et pourquoi je dis ça? J'ai essayé de vous dessiner une histoire des différentes thématiques dont les ingénieurs des ponts se sont saisis depuis 1747. On est un corps professionnel qui a su être au rendez-vous de toutes les grandes révolutions, notamment liées aux infrastructures et à l'aménagement de ce pays. Pierre en est un des exemples qu'il nous faut regarder avec grand intérêt. La deuxième personne que j'invite aujourd'hui ou que je salue aujourd'hui, c'est l'ancien directeur de l'école des ponts au tournant des années 2000. Mais au tournant des années 2000, quand Pierre devient directeur de cette école, il est dans les murs de cette école depuis longtemps, puisqu'il est arrivé à l'école au début des années 80 pour y créer en fait la recherche à l'école. Alors pas seul, il a eu de nombreux partenaires. On peut citer Nicolas Boulot, notamment, qui est un grand mathématicien, que peut-être, j'espère, on invitera aussi dans les prochaines semaines à l'école. Et pourquoi je souligne à la fois l'ancien directeur et le premier directeur de la recherche de cette école, c'est que l'école dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne serait pas la même s'il n'y avait pas cette plateforme de recherche, nos 12 laboratoires, et le fait qu'on se projette comme une école d'ingénieurs qui, certes, a toujours et continue à avoir une très bonne formation du cycle d'ingénieur, mais aussi une puissance de recherche reconnue nationalement et internationalement. Ça irrigue vos formations et ça nous donne aussi un formidable porte-voix pour notre positionnement dans la recherche. Et cette plateforme-là, on la doit en grande partie à Pierre Vels, et qu'il en soit infiniment remercié.
Et j'espère qu'en digne héritier de son travail avec Jérôme, on essaie de prolonger cette œuvre-là. Et puis, la troisième personne que j'accueille, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas si tu te reconnaîtra dans ces mots, tu auras le droit de me corriger, le penseur, l'éclaireur. C'est-à-dire quelqu'un qui, déjà a une grande capacité d'écriture, vous le verrez, marier un travail avec cette capacité à produire et à écrire. Moi, je trouve ça assez admirable. J'en ai malheureusement pas la capacité. Et c'est important de mettre sur le papier ces idées, de les organiser, de les objectiver, de les documenter pour alimenter le débat public. Et je vous dis, Pierre a pensé l'aménagement du territoire, l'interaction en fait entre le territoire et les évolutions industrielles, notamment liées à la mondialisation. Pierre a été un des précurseurs dans les années 90 de ce qu'allait être l'impact de la mondialisation, des échanges, sur la structuration des entreprises et leur inscription dans les territoires. Rappelez-vous, je vous ai dit, l'école des ponts, c'est une école des territoires. Et ben, c'est aussi à travers l'aménagement et ce genre de réflexion. Et plus récemment, Pierre, tu nous diras à quel moment se trouve le point d'inflexion. Pierre a prolongé cette réflexion avec l'enjeu écologique et l'urgence écologique. Et ce à quoi il nous invite ce matin, c'est à essayer de penser ça, de voir où on est, essayer de dessiner des axes pour l'avenir sur ces enjeux de sobriété, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la nature, de repenser la place de l'humanité dans et avec la nature. Et rares sont les gens qui arrivent à avoir cette capacité de projection, à penser l'avenir à la lumière des signaux faibles et des points d'inflexion du présent. Pierre fait partie de ces rares personnes et c'est donc pour cette raison que je suis infiniment heureux qu'il ait accepté de venir vous parler ce matin. Donc profitez-en, écoutez-le et bien entendu posez-lui plein de questions, parfois très dérangeantes. Je pense qu'il les attend. Merci Pierre beaucoup. Bon, merci beaucoup pour cette présentation, beaucoup trop, un peu, voilà, ça fait un peu peur, quoi. Mais voilà. Donc je suis très, moi c'est vrai, je suis aussi très heureux d'être là. Comme tu as dit, j'ai passé presque un quart de siècle. J'étais pas, quand j'étais étudiant, j'étais pas très présent à l'école des ponts. J'étais pas le bon exemple à suivre. Mais à l'époque, c'était rue des Saints-Pères et bon, bref. En revanche, après, on m'aurait dit que je reviendrais passer 25 ans à l'école des ponts, j'aurais pas cru. Et finalement, je suis revenu et ça a été vraiment, je dirais, du début à la fin, un moment de bonheur professionnel parce que, comme tu l'as rappelé, on a monté from scratch et un peu contre le reste du monde ces labos de recherche qui nous paraissent aujourd'hui, ça nous paraît assez naturel, mais ça n'avait pas été facile. Parce que c'était encore une vision très traditionnelle, vous savez, des écoles d'ingénieurs, où on disait, bon, il n'y a pas besoin de recherche dans les écoles d'ingénieurs, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit. Et finalement, on y est arrivé quand même. On avait enrôlé, je ne vais pas raconter ma vie, hein, rassure-toi, je vais arriver à la conf, mais on avait enrôlé, par exemple, Laurent Schwartz, que vous connaissez sans doute au moins de nom, qui était le plus grand mathématicien français, en tout cas à l'époque, et qui était venu nous soutenir. Enfin, on a trouvé beaucoup d'appui comme ça. Et puis après, bon, j'ai passé donc effectivement 5 ans comme directeur de cette école et je dois dire, c'était vraiment je pense, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça, mais c'était probablement quand même le meilleur moment de ma vie professionnelle. Voilà, c'est un job formidable, hein, parce qu'on a ce contact avec les étudiants, avec les élèves, et puis aussi une communauté de chercheurs, d'enseignants, de personnel qui est particulièrement, je trouve, sympathique ici, hein, c'est à bonne échelle. Voilà. Et puis je trouve que le campus, finalement, moi j'ai participé au déménagement quand on s'est installé ici. Bon, évidemment, quitter la rue des Saints-Pères dans le 7e arrondissement pour venir ici, beaucoup de gens ont trouvé que c'était un peu hard. En réalité, là-bas, on étouffait quand même. Et ici, ça donnait une vraie dynamique. Ah bon, alors j'arrête là. Donc, je vais vous parler effectivement de la question écologique parce que je crois que c'est la question qui aujourd'hui est dominante, hein. Je pense que l'école est en train de prendre ce virage-là. Elle a déjà commencé depuis un certain temps. Enfin, on parlait déjà d'écologie, moi, quand j'étais directeur, mais je dois avouer qu'on l'a pas mis tout à fait en haut de l'agenda comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors, mon titre d'abord, petit commentaire, pourquoi je parle de bifurcation et pas de transition? Pour deux raisons, parce que bifurcation, transition est trop soft. Hein. Quand on va passer d'un système entièrement fossile ou très très majoritairement fossile à un système fondé sur des énergies propres, eh ben c'est pas une transition, hein, c'est vraiment un changement de cap. Et ce changement de cap, il faut l'opérer. Le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite. Hein, ça, j'aurai l'occasion de le redire. Et puis, voilà, c'est pas non plus une transition parce que, comme vous le savez sans doute aujourd'hui, si je prends le reste sur le sujet de l'énergie, les énergies s'additionnent les unes aux autres. Hein. Il y a un développement très fort des renouvelables, pas assez rapide à mon goût, mais en même temps, au niveau mondial, vous avez peut-être vu que l'année dernière, ou même cette année, risque d'être une année record en matière de consommation de pétrole. Hein. Donc on ne substitue pas les énergies les unes aux autres, pour l'instant. Hein. Enfin, il va bien falloir y arriver. Et le temps presse. Mais ça va être votre job. Et puis donc réinventer, bah, c'est la même idée. Et la société industrielle, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez un certain nombre de gens qui vous disent, et on peut les comprendre, qu'au fond l'industrie, c'est quand même ce qui nous a menés dans la panade où on est. Hein. Parce que bon, cette espèce de fuite en avant dans des processus industriels prédateurs qui durent maintenant depuis quand même, enfin qui s'est beaucoup accéléré au cours du XXe siècle. Bon, voilà. Donc il y a des gens qui disent mais il faut sortir de l'industrie, quoi. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, des philosophes et d'autres. Il faut faire un reset, quoi. Il faut tout reprendre à zéro. Sauf qu'on peut pas, quoi. Hein. On peut pas parce que ça n'a. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire sortir de l'industrie, parce que l'industrie, c'est pas seulement les choses sophistiquées que vous avez sur votre table, là, les portables, c'est aussi tout, quoi. L'acier, vous imaginez une société sans acier, vous imaginez une société sans verre, vous imaginez, voilà. Donc, on a l'industrie, on ne peut pas sortir de l'industrie, et puis l'industrie, ça a aussi des aspects extrêmement positifs. Le problème, c'est qu'il faut qu'on réinvente, il faut qu'on trouve des nouvelles trajectoires. Et là, je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et ce sera peut-être au fond mon message principal de la matinée, hein, c'est il y a un boulot fantastique à faire. Quoi, hein. Bon, on peut être inquiet de la situation, le réchauffement, les risques de tipping points, là, comme on dit, voilà, la situation est quand même pas très comment dirais-je, ni réjouissante ni réconfortante. Quoi. On s'est dit il y a vraiment des choses qui vont mal et qui risquent de s'aggraver. Mais en même temps, il y a un boulot absolument fantastique, je pense. Donc, moi, je suis toujours un peu étonné quand je vois forme de déprime parfois dans la jeune génération. Je comprends l'angoisse, je comprends l'inquiétude, je la partage. Hein. Mais je pense qu'on n'a qu'une chose à faire, et en particulier en tant qu'ingénieur, c'est de se retrousser les manches et de se dire qu'il y a énormément de boulot à faire. Et ce boulot, c'est au fond, quand je dis industrie, c'est la totalité de notre système. Voilà. Alors j'ai mis la phrase de Paul Valéry que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est la société actuelle. Ces sujets dont on va parler ce matin sont des sujets compliqués. Oui, ces sujets sont compliqués. Et donc, comme dans la société médiatique, il faut tout simplifier. Je pense que là, on a une très très grande difficulté. Je ne sais pas si vous écoutez la radio, je pense que vous regardez plutôt le net ou YouTube ou je ne sais pas quoi. Mais vous voyez bien que c'est extrêmement difficile d'avoir un débat serein sur toutes ces choses-là. Du reste, ma première slide, c'est une slide pas très optimiste. J'ai vu ça sur la Fondation Jean Jaurès, vous savez, c'est un think tank français, là. Ils ont fait une enquête sur les positions des Français face au changement climatique, un certain nombre de choses. Bon. Et franchement, les résultats sont assez angoissants, en réalité. Vous voyez, par exemple,
les élites ont comme projet d'instaurer une dictature climatique, il y a quand même 42% de Français qui disent oui. Alors j'ai un peu simplifié parce que vous savez, dans les enquêtes, il y a oui, tout à fait, oui, voilà. Mais, donc j'ai regroupé tous les oui et tous les non. La voiture électrique est une arnaque, 68%. Je pense qu'on est dans un moment très particulier et dangereux où je sens, mais je ne suis pas le seul, une espèce de retour en arrière, hein, de risque. Vous avez entendu parler du climato-réalisme, qui est prôné par un certain nombre de milieux, de journaux portés par un certain nombre de médias. Le climato-réalisme, ça n'est jamais que un autre nom plus soft pour climato-scepticisme. Hein. C'est-à-dire, et puis vous avez quand vous entendez des élus qui disent ah ben le GIEC c'est bien, mais ils sont un peu trop pessimistes. Alors on va prendre ce qu'on veut on va garder ce qu'on veut dans les résultats du GIEC, mais on n'est pas obligé de tout prendre. C'est quand même extrêmement inquiétant. Donc, comment dire, je crois qu'on est dans une bataille culturelle qui s'ouvre, qui va être extrêmement forte dans les prochaines présidentielles d'ailleurs, et qui n'est pas seulement en France, mais on a longtemps cru que c'était un truc pour les Américains, enfin ce genre de délire, mais non, c'est aussi chez nous, et que je pense que vous, en tant que jeune formé aux sciences, etc., vous avez un rôle à jouer dans cette bataille culturelle. Hein. J'allais dire, c'est presque le plus important. C'est de faire comprendre que tout n'est pas équivalent à tout, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, que comme dit l'ami Jean Covici, la physique c'est la physique, et les lois de la physique, on ne peut pas vraiment les négocier, enfin, elles sont comme ça. Les lois de la chimie, les lois de la biologie, on ne les connaît d'ailleurs pas très bien. Et donc, je pense que vous allez être. C'est important aussi qu'en tant qu'ingénieur, vous ne soyez pas simplement des petits techniciens dans votre coin, mais que vous sentiez aussi responsable de participer à cette bataille culturelle pour qu'on arrête de dire quand même d'énormes conneries comme ce qui est sur ce slide. Alors, ceci étant dit, alors mes premières images vont être très, je vais passer très vite parce que c'est juste une piqûre de rappel, c'est pour vous rappeler un certain nombre de choses. Je crois qu'on ne vous a pas tellement parlé de ces sujets-là quand vous étiez en prépa, malheureusement, mais enfin vous êtes des citoyens, donc vous êtes informés par ailleurs. Donc je rappelle juste, comme ça, en fond de tableau, quelques trucs un peu basiques, hein, pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Bon, les défis, vous les connaissez. L'accord de Paris, c'est net zéro en 2050, net zéro pour évidemment les gaz à effet de serre, avec donc on ne sera pas totalement sorti du zéro émission, donc en contrepartie, il faut du stockage, pas mal de stockage. C'est compliqué, c'est un objectif que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui, non pas comme réaliste, mais enfin comme quand même hyper ambitieux, quoi. C'est pas juste ambitieux, c'est hyper ambitieux. Hein, parce que quand vous voyez les courbes, la façon dont il faut changer la dérivée, c'est quand même de boulot. Il y a aussi la question des matières. Alors ça avait été soulevé par le Club de Rome, comme vous savez, bien avant qu'on parle de changement climatique. Et aujourd'hui, il y a non pas un découplage, mais quand même un certain décalage entre l'évolution des PIB et les émissions de gaz à effet de serre, surtout dans nos pays, je vais y revenir. En revanche, pour ce qui est des consommations de matières premières, et puis vous avez tout le problème des matières premières dites stratégiques, des métaux, etc. Bon, c'est un grand sujet sur lequel aussi, dans la dite bataille culturelle dont je parlais à l'instant, on dit beaucoup de bêtises. Vous avez l'énorme sujet de la biosphère, qui est très difficile à traiter. Hein. D'abord parce qu'on ne sait pas bien comment ça marche. Il y a la question des sols, les sols vivants, hein, les sols qui stockent du carbone. En fait, tout notre univers, enfin, toute la vie sur Terre, et nous compris, elle dépend d'une mince couche qui est autour de la planète, là, qui est le sol, dont on commence à comprendre que c'est absolument stratégique. Il y a les pollutions à tout genre. Voilà. Et puis il y a le grand sujet de l'adaptation, puisque comme vous le savez, les gaz à effet de serre, c'est du stock, donc ils sont déjà là et il va bien falloir s'adapter. Quoique, même si on arrivait par un coup de baguette magique à changer les choses,
demain matin. Alors, donc il faut faire une mutation qui soit à la fois profonde, on va y revenir, qui soit rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On dit le net zéro 2050. Moi, je préfère en fait la version qui consiste à dire on a un budget carbone qui reste pour arriver à passer sous les 2 degrés, ou le 1,5 degré, hein, et ce budget carbone, on est en train de le bouffer à toute vitesse, quoi. Donc il faudrait mieux raisonner comme ça, mais peu importe. De toute façon, la question est qu'il faut faire très vite, et donc la vitesse d'action est un paramètre essentiel, je vais y revenir. Il faut en même temps vite et en douceur, quoi. Alors, c'est-à-dire que si on bouscule trop, vous voyez ce que ça donne, on met très facilement les gens dans la rue, et d'autant que le paramètre social est absolument fondamental, hein. C'est-à-dire que, bon, on a eu l'expérience des Gilets jaunes. La plupart des gens, beaucoup de gens, dont moi, hein, disaient, bon, ben, c'est une petite augmentation. Non, pour beaucoup de gens, ça compte dans leur budget. Et donc, il faut faire très, très attention, parce que faire de l'écologie pour les riches en augmentant les prix, c'est finalement très facile, hein. Spontanément, trouver des solutions écologiques, au moins au départ, ça coûte plus cher que les solutions non écologiques. Et donc, il faut faire très attention à ce que ce coût ne soit pas reporté sur les plus fragiles. Vous avez vu la première slide, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, finalement, c'est des écolos fous, des intellos parisiens qui inventent des trucs, et puis que finalement, c'est les petits gens qui vont payer la facture. Par exemple, moi, on pourra en discuter, je ne vais pas en parler, mais moi, je suis réservé sur les zones à faible émission, hein, parce que je pense que les zones à faible émission, si on pèse le volet social et le volet environnemental, on pourra arriver à des choses peut-être un peu différentes. Donc, penser le chemin, penser l'équité sociale en amont, intégrer la spécificité des territoires, ça c'est évidemment, je vais y revenir aussi, et puis verdir, vous voyez, il y a un problème de... Bon, mon bouquin précédent s'appelait l'économie désirable. Alors je vois d'ailleurs que beaucoup de gens maintenant parlent de l'écologie désirable et tout ça, c'est devenu un peu la mode. C'est un peu le contraire de l'écologie punitive, ça c'est un peu schématique comme opposition, mais l'idée de base c'est quand même de dire il faut tout verdir, il faut verdir au sens pas planter des arbres, hein, mais enfin aussi, mais avoir des process qui soient écologiquement corrects. Moi, je trouve que ça ne fait pas un projet politique non plus, quoi. Il faut aussi s'interroger sur quelle société on veut demain, vers quoi on veut aller, pas juste une société qui émet moins de gaz à effet de serre, hein. C'est fondamental, mais est-ce que ça suffit? Voilà, ça c'est des rappels, vous savez, enfin vous voyez là l'inversion de cours, enfin l'inversion de la dérivée, quoi. On continue. En France aujourd'hui, je crois qu'on est à... alors je vais dire des bêtises parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais je crois qu'on est à moins 2,7% par an, quelque chose comme ça, de diminution des émissions. Et si on veut tenir les objectifs, il faudrait être à 5% en permanence, sur plusieurs années. Bon, il y a eu un moment au Covid où un peu on a tout arrêté, alors là les émissions ont diminué. Mais voilà, et vous voyez aussi le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir tout arrêté comme ça pendant 20 ans. Donc c'est quand même une équation sacrément difficile. Toujours dans les rappels, ça c'est qui est-ce qui émet. Donc en jaune les pays développés. Vous voyez que si on se met, alors il n'y a pas de pointeur, hein, je crois, mais si on se met à la barre de l'année 1990, vous avez le début de la montée de la Chine et puis des autres pays émergents. On oublie un peu les autres pays émergents qui sont aussi globalement très émetteurs. La Chine est devenue le premier émetteur. Et voilà, et donc ça c'est un changement aussi radical. Et vous voyez que il faudrait partir du haut de cette courbe pour descendre à pratiquement zéro en 2050. Hein. Vous voyez le challenge. C'est plus parlant quand on le prend sur une longue période que quand on le prend juste sur les dernières années. Ça, c'est une carte mondiale des émissions. Alors, plus c'est foncé, plus il y a d'émissions importantes par personne, par niveau de personne. Hein. Et puis, le diamètre des disques, c'est la quantité. Hein. Voilà. Donc vous voyez la Chine, mais la Chine est encore relativement peu émettrice par personne. L'Inde,
en bas, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a très peu émettrice parce que ça reste un pays pauvre, mais enfin, je rappelle ils vont être démographiquement, ils sont passés déjà devant la Chine, et donc ce qui va se passer en Inde est tout à fait stratégique. L'Europe et en particulier la France n'est pas si mal positionnée. Hein. Vous les aurez, je pense, je ne sais pas sous quelle forme, ces slides, je les laisserai, et donc vous pourrez les regarder de plus près. Je n'ai pas le temps de les commenter en détail. L'Afrique, c'est intéressant parce que vous voyez que les émissions aujourd'hui en Afrique sont extrêmement faibles. Alors je ne sais pas si on compte les feux pour le bois qu'on ramasse pour faire à manger, enfin bon. Mais donc l'énorme croissance démographique qu'on est en train d'avoir en Afrique, plus avec l'Afrique va être de loin le continent qui se progresse le plus vite en démographie, ça va peser dans les années à venir, dans les décennies à venir qui sont stratégiques, ça va peser relativement peu dans l'équation mondiale. Parce qu'avant qu'ils rattrapent le niveau d'émissions des pays, même des autres pays émergents, il va se passer du temps. On pourrait passer des heures là-dessus. Simplement, si on prend l'historique total, si on fait si on fait l'intégration de ce qu'il y a dans le graphique précédent, hein, la surface des... Voilà, eh bien, on voit que les pays développés, en gros, depuis le début, malgré la montée récente de la Chine, c'est la moitié des émissions. Et même, il faudrait rajouter là-dedans des émissions en Russie ou dans des pays du Golfe, parce que ça, c'est des émissions qui sont aussi été faites pour nous, en réalité. Hein. Voilà, parce que c'est pas l'Arabie ne consomme pas le pétrole qu'elle met sur le marché. Voilà. Et donc, on comprend que la question de la justice climatique au niveau international aussi est absolument première. Et vous savez que c'est un grand sujet de discussion aujourd'hui, parce que ces pays disent attendez, vous voulez nous empêcher de nous développer, alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes à l'origine du problème. Je vais très vite, hein, mais alors le problème, c'est que aussi les émissions, on compte en général les émissions sur une base locale. Bon, alors les Français sont très fiers, on est très contents parce on émet relativement peu, parce que nos process sont quand même assez bien développés et qu'on a une énergie nucléaire. Mais évidemment, il y a ce qu'on appelle aussi le carbone importé, hein, c'est-à-dire l'empreinte totale. Vous êtes familier de ça? Vous avez déjà parlé de ça? C'est très important, hein, parce que, en gros, pour les Français, ça double. Hein, c'est-à-dire tout le carbone qui est dans les produits que vous achetez, hein, et qui souvent ont été fabriqués en Chine ou ailleurs. Donc là, vous voyez que l'Europe, plus c'est bleu, plus on est importateur de carbone, hein, plus c'est rouge, plus on est exportateur. Donc le grand pays exportateur, c'est la Chine. Les États-Unis sont entre les deux parce qu'ils exportent aussi, hein, notamment dans les énergies fossiles. Et l'Europe importe beaucoup. Donc là aussi, il faut avoir une vision systémique à l'échelle mondiale. Tous ces problèmes-là ne peuvent pas se régler uniquement chez nous. Dernier slide. Non. Alors les grands secteurs émetteurs, tout ça c'est des rappels. Hein. Les grands secteurs émetteurs, c'est... vous les connaissez. Hein, et j'ai mis les ponts en première ligne, parce que quand vous faites l'addition des secteurs qui sont traditionnellement associés à l'école des ponts, eh bien les transports, vous voyez que restent absolument majeur, puisqu'on n'arrive pas à décarboner correctement les transports. C'est un défi énorme. Le bâtiment, voilà. Et donc, quand vous rajoutez ça, puis une partie importante de l'industrie, vous voyez quand même que ça a diminué, hein, en Europe. Mais ça a diminué, sauf dans le domaine des transports, hein, de la mobilité, et dans le bâtiment, pas tellement. Donc, il y a du boulot. Et puis, dernier slide dans ce rappel général, un peu du contexte, les grandes inégalités. Alors ça, on n'en parlait pas tellement parce qu'on n'avait pas tellement de chiffres. Maintenant, on a des chiffres. Il y a différentes études qui ont été faites sur les inégalités d'émissions. Pas tout à fait évident à mesurer. Hein. Ça, c'est Lucas Chancel et puis la bande Piketty là, qui ont produit ce chiffre-là, mais il y en a d'autres qui vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on voit que, je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui, c'est assez grand.
on voit que les 10%, c'est les 10% les plus riches dans les différents pays, c'est les barres rouges. Vous voyez que les 10% les plus riches des Américains, ils font fort, quoi. Les 40% moyens américains, ils sont presque au niveau quand même des 10% les plus émetteurs en France. Et vous voyez que, parce que là, c'est Europe, mais en fait la France, c'est pas très différent. Et vous voyez que les 10% du bas et même une partie des 40% médians, c'est-à-dire au fond les classes populaires et moyennes, comme on dit dans le vocabulaire courant, sont pas tellement contribuent évidemment aux émissions, mais de manière assez raisonnable. Hein. De manière assez raisonnable. Et au fond, on n'est pas tellement loin là des objectifs qu'il faudrait viser. Donc c'est plutôt dans les 10% supérieurs, c'est-à-dire nous, hein, on va parler simplement, qu'il faudrait, je pense, faire des efforts. Alors il y a des gens qui disent qu'il faut interdire à M. Arnault de prendre l'avion. Enfin, franchement, on s'en fout un peu parce que le 0,01%, évidemment, ils ont des consommations gigantesques, mais après, il faut faire un peu d'arithmétique, il faut compter combien ils sont. Donc, si on pondère par le nombre, ça a été fait par certains, ça ne pèse pas tant que ça, quoi. Par contre, les 10-20% les plus aisés de la population, c'est-à-dire la population de cadres, hein, c'est-à-dire nous, on pèse évidemment beaucoup. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour quand même il faut garder ça en tête. Et je répète ce que je disais au début, cette question de l'équité sociale, perçue ou réelle, hein, mais quand elle est, parce qu'il peut y avoir des décalages dans la perception, elle est quand même tout à fait fondamentale. Bon, allez. Alors voilà, ça c'est un chiffre au niveau mondial. Les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions. Voilà. Alors, j'en arrive enfin, après cette présentation de base, un peu au cœur de ma présentation, c'est de dire que faire. Alors, moi, j'utilise une distinction qui peut peut-être vous paraître un peu sophistiquée parce que les mots sont utilisés aujourd'hui les uns pour les autres, qui est la distinction entre efficacité et sobriété. Le mot sobriété est mis à tous les sens aujourd'hui, mais je crois que c'est utile. C'est un peu un des éléments de base de mon intervention d'aujourd'hui. C'est utile de distinguer un peu ces deux concepts. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, en résumé, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut être plus efficace, au sens éco-efficace, mais les gains d'efficacité, ils sont en fait largement mangés, voire au-delà, par l'augmentation de la consommation et la complexité des produits, et donc on n'échappe pas à des formes de sobriété. Ça, c'est le plan de la suite. Alors, d'abord, efficacité, ça veut dire quoi? Efficacité, dans le monde industriel ancien qu'on connaît, ça s'appelle aussi productivité, ça s'appelle produire plus et mieux avec moins de ressources, moins de matière, moins de capital, moins de travail, etc. C'est ce que les industriels font depuis qu'ils existent. Hein. Et heureusement, parce que ça permet d'utiliser effectivement beaucoup moins de ressources. Voilà. Le problème, c'est que pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait le périmètre industriel, au sens large, hein, évidemment le BTP là-dedans, et puis il y avait le reste du monde, c'était la nature. La nature, c'était gratuit, donc on bouffait du capital naturel gratos, et puis on renvoyait dans la nature nos déchets gratos, et donc ça ne va pas. Donc quand passer de l'efficacité à l'éco-efficacité, c'est très simple, c'est de regarder la totalité des processus. C'est par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de faire des analyses en cycle de vie complet sur l'ensemble de la chaîne. Hein, vous allez, quand vous faites des voitures électriques avec des batteries, vous ne vous contentez pas de regarder juste le produit final, vous regardez aussi d'où viennent les batteries, d'où viennent les produits qui sont dans les batteries, comment ils ont été extraits, comment ils sont recyclés, etc. Donc ça, c'est le passage à l'éco-efficacité. Ça va être une grande partie de votre boulot d'ingénieur, c'est d'essayer déjà de mesurer, j'en parlais avec Karam Saab tout à l'heure là, on n'a pas forcément toujours les méthodologies qu'il faut pour mesurer correctement ces impacts environnementaux et comment les réduire. Bon, il y a beaucoup de pièges, je pense que ça va être un gros sujet pour les ingénieurs dans les années qui viennent, ça l'est déjà. Hein. Alors par exemple dans le bâtiment, vous avez toute la gamme, vous avez faire du ciment moins carboné,
on continue à construire en béton, je pense qu'on va continuer à construire en béton. C'est très très difficile parce que c'est par définition une réaction très exothermique, etc. Et donc c'est très très difficile d'arriver à ça. C'est sans doute le matériau de base le plus résistant à la décarbonation. Mais aussi après, évidemment, utiliser des biomatériaux, mais en faisant attention, parce que le bois c'est bien, mais enfin, si c'est pour dépouiller les forêts, il faut trouver l'équilibre. Isoler les bâtiments, recycler, bon, vous voyez tout ça. Et puis, n'oublions pas le fait aussi de décarboner les sources d'énergie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'isolation, on parle un peu moins, ça commence à parler des sources d'énergie qu'on utilise. Et vous avez par exemple un boom, moi je pense qui est très positif, maintenant des pompes à chaleur par exemple, parce que si on arrive à avoir de l'énergie électrique propre pour chauffer, on fait des gains de décarbonation quand même qui peuvent être très rapides, alors que l'isolation coûte plus cher. Il faut faire les deux, hein, mais pas... Voilà. Alors, ça marche. Hein, c'est-à-dire les progrès sont très très importants. Je vais vous donner quelques exemples. Si on regarde au niveau micro, si on regarde au niveau d'une filière, si on regarde au niveau d'une entreprise, on a fait des progrès spectaculaires. Nos sociétés sont infiniment plus efficaces et même éco-efficaces que les sociétés, je dirais, des années 1950 ou encore plus des sociétés de la fin du 19e ou du début du 20e, qui étaient extrêmement peu efficaces et même éco-efficaces. Aujourd'hui, on est dans une situation meilleure et les progrès sont très nets, mais ils sont moins visibles au niveau macro. Alors, ça, c'est le mystère. On va y revenir. Alors voilà, ça, c'est un indicateur évidemment intéressant, c'est les émissions de CO2. Alors, là malheureusement, c'est que le CO2, c'est pas le CO2 équivalent. Vous savez, je fais une petite parenthèse pour dire, on parle beaucoup de CO2, on commence à se rendre compte qu'on devrait peut-être plus parler du méthane aussi. Hein, parce que, bon, le méthane a un effet de serre plus puissant. Il dure moins longtemps dans l'atmosphère, heureusement. Mais on commence à s'inquiéter beaucoup du méthane parce que donc il faut parler vraiment, il ne faut plus utiliser ce genre d'indicateur. Il faut prendre des équivalents CO2 en prenant une part correcte pour le méthane et aussi les oxydes d'azote, vous savez, sont aussi des gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une très nette décroissance hein, pour la Chine. La Chine est de plus en plus efficace. Donc c'est le CO2 par unité de PIB. Hein. Et puis les autres pays, bon, ben, la France, vous voyez, on est bien en bas, mais là, je pense qu'on n'a pas l'empreinte environnementale globale. Et c'est quand même, c'est des progrès macro, vous voyez, au niveau d'un pays, ils sont beaucoup plus lents que ceux qu'on a quand on regarde des process individuels. Les industriels vont vous expliquer qu'ils font des progrès beaucoup plus rapides que ça. Bon, par exemple, si on prend les émissions des transports en France, vous avez la petite pointe là, le petit trou, c'est évidemment le Covid. Vous voyez, ça commence à descendre, mais bon, il reste du chemin à faire. Donc, très bien. Mais alors, il y a un grand mais. Il y a un très grand mais. Voilà. Ça, vous voyez, ça s'appelle... j'aime bien cette image. Hein, vous rajoutez une... je ne sais plus quelle est la légende. J'ai hâte qu'ils élargissent la route. Enfin, vous voyez, ça, c'est tous les aménageurs qui ont fait des routes savent ça. Tout tuyau a horreur du vide et donc se remplit, quoi. Hein. Il y aura des grands arguments contre pas toujours juste contre les élargissements d'infrastructures. Ça s'appelle l'effet rebond, c'est-à-dire vous avez dépensé, mais c'est rebouffé très vite par la consommation. Hein. La consommation vous rattrape. Même chose dans le bâtiment, j'ai évoqué le problème d'isolation en ce moment. Il y a un très fort effet rebond dans le bâtiment, et quand on isole bien un bâtiment, en général, les gens en profitent pour augmenter le thermostat, et quand vous augmentez d'1 degré le thermostat, c'est-à-dire vous passez d'une température, au lieu d'afficher 20 degrés, vous affichez 21, 22, aujourd'hui ce serait même plutôt 23, et ben vous perdez beaucoup. Il y a même des études, il ne faut pas trop les citer parce qu'elles sont un peu agaçantes pour certains, qui montrent qu'aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, Cambridge a fait une étude qui montre qu'une grande partie des gains d'efficacité liés à l'isolation sont en fait perdus dans de l'effet rebond. Vous me direz, les Anglais, avec leurs fenêtres à guillotine et tout ça, ils partent de très bas, donc, voilà.
Alors, ça porte un nom, ça, cet effet rebond, c'est M. Jevons. Vous avez entendu parler de ça? Quelqu'un a entendu parler de M. Jevons? Non? Bah voilà, Jevons, c'est fondamental. Il faut comprendre ça, c'est à la base d'énormément de choses. Donc, Jevons, c'est au 19e. Il a créé un truc qui s'appelle sur la question du charbon. La question était très simple. C'est un économiste, mais c'était aussi un homme d'affaires, vous savez, à l'époque, et puis il ne faisait pas de mathématiques, mais il réfléchissait quand même. Et les producteurs de charbon en Angleterre, ils étaient très inquiets parce que les machines à vapeur pour lesquelles ils produisaient leur charbon, elles étaient de plus en plus efficaces. Hein. Efficacité. Pas vraiment éco-efficacité, mais efficacité. Et les producteurs de charbon se sont dit maintenant, finalement, on va faire faillite parce qu'on a fait des mines et ils ne vont pas utiliser tout notre charbon puisqu'ils ont des machines aujourd'hui tellement efficaces. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Hein, parce que plus les machines étaient efficaces, plus on en faisait. Et donc, ça a été le contraire. Ça a été un développement considérable de l'efficacité énergétique et du même coup de la consommation de charbon qui n'a pas reculé. Un petit exemple un peu bébête que j'aime bien, mais qui fait comprendre les choses, c'est les canettes. Alors, soit en alu, soit en acier. Hein. L'acier, c'est plutôt mieux parce que c'est plus facile à recycler parce que c'est aimanté. Donc, dans les décharges, on le prend avec un aimant. Mais enfin, l'aluminium est aussi relativement recyclable. Et donc, vous voyez, c'est un objet très sophistiqué parce que métallurgiquement, c'est très, très difficile de faire... vous voyez les trucs, aujourd'hui c'est du papier à cigarette, hein, et donc c'est un seul embouti. Pour faire un embouti aussi profond, les gens qui ont étudié l'emboutissage dans l'automobile savent de quoi on parle. Sans le déchirer, c'est une prouesse métallurgique. Bon, aujourd'hui c'est fait dans des usines automatisées qui débitent ça à toute blinde. Il y a juste deux pièces, hein, puis il y a le couvercle qui est clippé dessus. Bon, ça pesait, il y a 50 ans, ça pesait 85 grammes. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être moins que ça, même, ça pèse plus rien. Hein. Le problème, c'est que... donc ça, Bill Gates avait fait un truc là-dessus. Il avait calculé que si on avait gardé la même consommation, si on était à consommation constante de canettes, on aurait pu fabriquer, je ne sais pas combien de jumbo jets en alu... des milliers hein, avec les gains. Le problème, c'est qu'on en consomme évidemment de plus en plus et qu'il y a zéro gain net. L'aérien, c'est très spectaculaire parce que les deux courbes se croisent parfaitement. La courbe d'efficacité, consommation par, je sais pas, voyageur kilomètre, prenez n'importe quel indicateur. Les moteurs sont beaucoup plus, et on continue à les améliorer. Hein. Safran travaille beaucoup sur ça. C'est d'ailleurs des très beaux sujets pour les ingénieurs. Du coup, la consommation de voyages aériens, alors pas seulement à cause de l'efficacité des moteurs, mais quand même, les déplacements sont devenus beaucoup moins chers et la courbe de croissance a largement rattrapé. Le plus bel exemple, je pense, le plus spectaculaire, c'est l'éclairage. On n'y pense pas parce que c'est bon, ça paraît pas. Donc ça c'est alors en bas vous avez l'efficacité, c'est-à-dire le coût de l'unité d'éclairage rapporté au PIB par tête. Hein, ça donne l'idée de l'efficacité. Et puis en ordonnée, vous avez la consommation totale. C'est parfaitement linéaire. Et alors j'attire votre attention sur l'échelle, hein, et sur les échelles, c'est-à-dire que on va laisser de côté c'est surtout les études qui ont été faites en Grande-Bretagne. Hein. Mais si on parle de 1900, par exemple, vous voyez, c'est au milieu, là, on va quand même de 10-2 à 10 puissance 4. Ça fait 6 ordres de grandeur. Quoi. Donc, des évolutions tout à fait spectaculaires. Et la consommation, c'est ça, c'est-à-dire que la Terre est devenue visible de l'espace. Et puis à Paris, vous ne voyez plus les étoiles. Ici, je ne sais pas si on voit encore les étoiles, mais... plus beaucoup, je pense. Bon, autre exemple que vous connaissez, mais je le cite simplement, c'est effet rebond massif dans le numérique. Hein. Là, je vous renvoie notamment aux productions
du Shift Project, qui est un groupe sur le numérique qui a produit des rapports extrêmement intéressants, qui a un peu tiré l'attention là-dessus. Vous avez là aussi, loi de Moore aidant, etc., vous avez une efficacité formidable. Hein. Les très grandes fermes de serveurs aujourd'hui, les hyperscale, je crois qu'ils appellent ça, il commence à y en avoir un peu, sont énormes, mais beaucoup plus efficaces que les anciens. Hein, sauf que ça alimente quoi? Les vidéos de chats ou d'autres que vous passez vos journées à regarder pendant les cours de l'école des ponts ou d'autres choses. Et ça, c'est tout à fait extravagant parce que c'est des consommations énormes. Alors après, il y a un débat sur est-ce que l'IA... Il y a plein d'articles en ce moment, des études qui ont été faites sur est-ce que le chat GPT 3, 4 et puis 5 sont très consommateurs. La réponse est oui, parce que rien que le coût de l'entraînement l'acquisition de données, etc., massive, etc., tout ça est très très consommateur. Par contre, c'est moins consommateur quand même à l'usage. Donc au total, je ne sais pas si ça pèse vraiment dans la balance mondiale. Mais vous voyez les chiffres, ça c'est tiré de la MIT Technology Review. Le secteur de la tech, au total, 1,8 à 3,9. Admirez la précision. Hein. Donc du simple au double quand même. On ne sait pas exactement. Hein. Il faut se méfier des chiffres, mais quand même c'est important. C'est du même ordre de grandeur que effectivement le transport aérien. Et ça pourrait augmenter. Ce n'est pas une raison, à mon avis, d'arrêter de se servir des ordinateurs. Hein. Mais voilà. Alors, ça, c'est la première chose, c'est l'augmentation de la demande. Vous êtes des trucs plus efficaces, la demande explose, et elle va plus loin que Voilà, finalement, vous perdez tout ce que vous avez gagné par l'augmentation de la demande. Donc, vous voyez venir, il va falloir peut-être un peu réduire ou mieux gérer la demande. Sinon, on n'y arrive pas. Alors l'autre aspect que beaucoup moins de gens soulignent, et pour moi, j'ai pris conscience de ça, je pense que c'est très important, c'est ce que j'appelle la profondeur technologique. Et ça a été très accentué pendant la période de globalisation. C'est-à-dire que les produits qu'on a aujourd'hui, les smartphones et tout ça sont un bon exemple, mais tous les produits pratiquement sont devenus beaucoup, beaucoup plus complexes, avec une richesse de fonctionnalités vraiment énorme, et une diversité aussi de matériaux utilisés, une complexité des process, des problèmes de recyclabilité, si vous voulez. Le cahier des charges des smartphones n'a pas été fait, quoi, parce qu'ils sont inrecyclables, ces trucs-là. Donc vous avez cet aspect-là, que moi j'appelle profondeur technologique. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais un bon exemple, c'est les voitures, quoi. Hein, on a des voitures qui sont quand même aujourd'hui, vous savez que l'électronique et maintenant le logiciel, ça représente plus de la moitié de la valeur ajoutée de la voiture. C'est extraordinairement sophistiqué. Bon, moi ce matin je suis venu avec un Uber électrique quand même, hein, voilà, pour compenser. C'est quand même des belles machines. Mais on peut se demander, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des choses aussi... Parce que ça coûte au total, en énergie, en coût, en matières premières, extrêmement cher, ces sophistications. Hein, voilà. Alors, vous voyez, ça pour moi, c'est le contre-exemple absolu. C'est pour défendre la voiture électrique aux États-Unis, Biden se promène dans un... Biden, c'est un car guy, comme on dit aux États-Unis. Il aime les bagnoles. Bon, c'est électoral aussi, je pense, un peu. Et il se promène avec un Hummer, c'est des espèces de tanks. Voilà. Donc ça, c'est totalement absurde. Parce que si c'est électrifié pour avoir des trucs de plus en plus compliqués et de plus en plus coûteux, or, vous voyez, il n'y a pas que M. Biden, il n'y a pas que les Hummers. Le grand marché aujourd'hui, c'est les SUV qui ont explosé un petit peu partout, qui sont quand même des machines très lourdes, etc. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir
un peu à autre chose. Alors oui, ça c'est je vais y revenir, mais ça c'est très intéressant. C'est, vous voyez, les métaux dont on se servait dans les différentes étapes technologiques, progressivement tout le tableau de Mendeleïev y passe, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une quantité extraordinaire dans certains qui sont assez stratégiques, soit parce qu'ils sont rares, soit parce qu'ils sont contrôlés à 100% par les Chinois, soit les deux à la fois. Hein. Et donc, ça, c'est évidemment, ça fait partie du problème. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des choses aussi compliquées? C'est pas tout à fait sûr. Donc, et ça, c'est un sujet, je pense aussi pour les ingénieurs, c'est-à-dire que l'ingénieur, si vous voulez, quand on vous donne une techno, c'est normal, vous avez essayé de la pousser à fond, d'utiliser à fond, d'inventer des fonctionnalités même quand elles ne sont pas utiles. Hein, regardez le nombre de trucs qu'on vous invente en permanence et vous dites, si on pouvait simplifier un peu, merci. Hein. Moi maintenant, quand je loue une voiture, j'ai plus de voiture, donc je loue des voitures, à chaque fois elles sont plus compliquées, quoi. On se dit, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Alors, parfois, on n'arrive plus à ouvrir les vitres parce qu'il faut passer par un logiciel, machin truc, et donc ça peut être dangereux, mais enfin, bref. Donc là, il y a un souci, quoi. Et je pense que pour les ingénieurs, ce sujet-là, il est majeur. Là, c'est pas low-tech contre high-tech. Hein. Je partage cette idée, par exemple, avec quelqu'un comme Biwix, que vous avez peut-être lu, qui a écrit un livre sur les low-tech. Mais c'est pas lui-même dit, c'est pas forcément du low-tech contre le high-tech, c'est de l'intelligent contre le pas intelligent. Voilà. Donc il faut de la sobriété. Si on n'agit pas sur la demande, on ne s'en sort pas. Alors, quatre niveaux de sobriété. Je regarde ma montre, j'ai encore une dizaine de minutes, un peu plus. Sobriété 1, conception des produits. Là, vous allez me dire, on n'est plus du côté de la demande, mais on est quand même on est du côté de la demande dans le sens que ça formate la demande. Hein, si vous voulez acheter une voiture simple, aujourd'hui, vous ne la trouvez pas. Hein, donc, ça, c'est du côté des bureaux d'études que ça se joue. Bon, j'ai mis une liste alors, dans le cahier des charges, simplicité, solidité, réparabilité, recyclabilité, confort d'usage, beauté, hein, pourquoi pas. On pourra allonger la liste. Ce n'est pas exactement le cahier des charges que vous avez quand vous allez dans un bureau d'études, quand vous allez au technocentre de Renault. Il y a une partie des choses qui sont là, mais ce n'est pas vraiment conçu comme ça, quoi. D'autant que viennent se mêler à ça d'autres, si je reste sur le cas de l'automobile, d'autres questions qui sont des questions de politique industrielle et de stratégie des entreprises. Vous savez que les constructeurs européens, au lieu de faire des voitures moins chères, plus simples, ils ont tendance à pousser le haut de gamme. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ça fait plus de marge. Et quelque part, ils vous disent, oui, mais vous nous demandez d'investir dans l'électrique, etc. Ah, nous, on a besoin de capitaux, on a besoin de marge, et donc on ne peut pas tout avoir à la fois, quoi. Mais là, on a une vraie contradiction, on a un vrai sujet de fond. Hein. D'autant que je pense que malheureusement, on est en train de préparer l'arrivée en masse qui a déjà commencé des voitures chinoises sur le marché européen pour les véhicules électriques. Bon. Alors, il y a des contre-exemples. Ça, je me suis amusé sur le net. Si vous allez vous balader, vous voyez plein de trucs amusants. Ça, c'est une start-up suédoise. Les Suédois, ils ont inventé Ikea. Et donc, c'est le même principe. C'est flat pack, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre dans votre coffre. Enfin, si vous avez un Hummer, vous pouvez la mettre dans le coffre du Hummer en la pliant, parce que c'est des pièces détachées, plates, que vous pouvez... Alors, apparemment, cette start-up, elle démarre. Il y a des exemples en France. Il y a des gens un peu partout, des ingénieurs, des transfuges du technocentre de Renault d'ailleurs qui inventent des voitures simples. On peut faire des voitures vraiment qui ont toutes les fonctionnalités, y compris évidemment la sécurité, mais qui n'ont pas la complexité. On n'a pas besoin de 1000 calculateurs. Peut-être qu'avec 2, 3, 4 calculateurs, on peut s'en sortir. Voilà. Alors bon, elle est recyclable, voilà. Et ils la mettent en production l'année prochaine. Je n'ai pas le temps, mais j'ai tout un florilège comme ça de projets. Il y a un énorme sujet par rapport à ça, c'est quand même le coût, et le coût, c'est-à-dire les économies d'échelle. Vous savez ce que c'est les économies d'échelle? C'est que si vous voulez faire une voiture même simple dans votre garage,
elle vous coûte au bas mot 1 million d'euros, quoi, hein, pour la fabriquer. Alors que sorti les économies d'échelle, c'est la massification de la production. L'industrie automobile, c'est extraordinairement peu cher. Même chose pour les ordinateurs. On a des produits qui sont incroyablement peu chers. Et pourquoi ils sont peu chers? Parce qu'ils sont produits en masse. Donc le passage de la voiture sophistiquée à la voiture simple, il est très difficile à faire. Il ne suffit pas de dire j'ai une idée de voiture simple, il faut encore pouvoir la produire en masse, parce que si votre voiture Ikea, là, que vous pouvez mettre dans votre coffre, si elle coûte 3 fois le prix d'une Tesla, vous n'avez pas forcément gagné. Oui, monsieur. Alors, comment on fait pour arrêter ça? Ok. Mais j'ai mis 40 minutes, alors j'ai encore du rab. Voilà. Sobriété 2, la consommation, les modes de vie. Alors ça, c'est le grand sujet. Est-ce qu'on a le droit de prendre l'avion 2, 3, 4 fois dans sa vie? Bon, moi, j'ai mon avis là-dessus. Je trouve que diminuer les mobilités, c'est pas une bonne chose, parce que ça fait partie de la vie, et que si on doit se replier entièrement sur notre petit monde, on est mal barré. Et puis, c'est pas forcément aussi coûteux que ça. Le problème, c'est mesurer un peu. Vous voyez, Alors, par contre, on n'est pas obligé peut-être d'avoir 50 paires de chaussures et 200 robes achetées chez Shine dans son placard, etc. Il y a quand même beaucoup de consommation inutile. Et quand on ajoute tout ça, ça permet non pas de venir à l'austérité. Hein. Il y a un type extraordinaire qui s'appelle Václav Smil, qui est un Canadien qui écrit des livres épais comme ça, qui compile toutes sortes de choses. C'est l'auteur préféré de Bill Gates. Et lui, il a fait ses calculs. Il dit, si on revenait en fait à un niveau de consommation qui est celui, on va dire, des années 70, que moi j'ai connu, que vous n'avez pas connu évidemment, on vivait pas si mal, quoi, franchement. Et je pense que franchement, on verrait à peine la différence dans nos modes de vie, hein, et on gagnerait déjà considérablement. On est quand même dans une société de surconsommation d'objets absolument hallucinante, quoi. Hein, donc, c'est pas revenir à la bougie, d'autant que la bougie c'est très peu efficace. Vous avez vu, énergétiquement, c'est même catastrophique. Mais c'est quand même simplifié. Alors, quel est l'impact? Alors, c'est très difficile à estimer. Il y a une étude, il y en a un certain nombre. Moi, celle qui m'a le plus intéressé, c'est une étude faite sous la direction de Daniel Morand, qu'on voit beaucoup, qui est un chercheur norvégien. Ils ont pris 90, voilà, je vous laisse lire le résumé de la référence de l'étude. Ils ont pris 80 green behaviors, hein, ouais, c'est 90 bons comportements. Hein. Manger moins de viande, etc. Bon, vous connaissez les trucs. Et ils ont regardé ce que ça donnait, mais en prenant en compte les chaînes de valeur, parce que évidemment, c'est de la consommation qui se fait pas forcément à partir d'une production locale. Hein. Et ils ont estimé qu'avec ça, avec des niveaux raisonnables d'adoption de ces bons comportements, on diminuerait l'empreinte écologique de l'Union européenne de 25%. Ouais. C'est intéressant, parce qu'on va dire 25%, c'est pas rien. Hein. Mais en même temps, c'est pas non plus 75%. Hein. Donc, vous voyez que c'est important, mais il ne faut pas imaginer non plus que c'est simplement parce qu'on va se serrer la ceinture qu'on va régler nos problèmes. Et le quart de cet effet vient en fait des émissions qui sont dans les biens qui sont achetés à l'extérieur. Sobriété 3, là c'est plus important, c'est en fait la consommation collective, quoi, c'est-à-dire l'organisation collective. Et là, on va retomber sur des sujets qui sont dans votre scope directement, qui est notamment la question de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace et du temps. Si je prends un bon lotissement, et en France, on en a fait beaucoup dans des petites villes, ou dans des communes rurales. Évidemment, on va dire ces gens-là, ils sont horribles parce qu'ils prennent leur voiture, parfois ils en ont même deux, donc ils dépensent beaucoup, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Hein. On a calculé qu'un habitant de la grande banlieue parisienne, la deuxième couronne, il émet à peu près
4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le bobo parisien du 6e. Bon, mais en fait, ils prennent la voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Et donc, si on avait une politique intelligente de dire on n'ouvre pas de lotissement à moins d'une certaine taille, là, il est gros, mais qui permet d'avoir un minimum d'équipement sur place, qui permet d'avoir des écoles, qui permet d'avoir des centres commerciaux, là, il n'y a rien. Hein. Si on ne peut le faire que si on est desservi par une station, mettons, de RER ou de TER, si on est en région parisienne, c'est ce que font un certain nombre d'autres pays. Hein, ça, c'est ce que vous voyez, c'est ce que j'appelle la sobriété systémique. On gagnerait déjà considérablement. Bon, le mal est fait. Je précise que les 4 fois émissions de gaz à effet de serre du gaz de la Grande Couronne par rapport aux Parisiens à vélo, c'est pendant la semaine. Parce que si vous comptez sur l'année, il y a une loi à peu près simple quand même qui apparaît, c'est que les émissions sont en fonction du revenu. Hein. C'est-à-dire que ce que vous aurez, les mobilités, elles vont être compensées par les mobilités longue distance, le fait de prendre le TGV ou le train beaucoup plus, etc. Et donc si on fait le bilan total, ça c'est un résultat qui déstabilise toujours un peu les aménageurs, parce que les aménageurs, ils ont l'œil fixé sur l'aménagement physique. En fait, beaucoup d'études montrent que les morphologies urbaines sont évidemment très très importantes. Hein. Il vaut mieux avoir des villes compactes, il vaut mieux éviter ce genre de truc, qui est quand même assez catastrophique sur le plan environnemental. Je ne parle même pas de la consommation de foncier et tout ça. Mais au bout du bout, ce qui compte le plus, c'est les revenus des gens. Et donc, et les consommations, même vous regardez les consommations, je n'ai pas les slides ici, énergétiques à l'intérieur de Paris, elles sont très différentes selon que vous êtes à l'ouest ou à l'est de Paris. Donc ça, c'est un sujet important. Mais donc cette sobriété d'organisation collective, en fait, nos gaspillages, ils sont imposés par notre mauvaise organisation. Et donc ça veut dire aussi, c'est tout le problème de l'urbanisme et aussi de l'aménagement du temps, etc. Voilà. Et puis, ce que j'appelle le niveau 4, je vais y revenir un peu, c'est de dire, au fond, tout ça c'est bien, mais on est toujours un peu à économie constante, on suppose toujours qu'on a les mêmes besoins, il y a des choses, on a des voitures, on a des... Bon, et si on réfléchissait autrement, c'est-à-dire si on se disait, peut-être il y aurait des façons de penser l'économie globale autrement et de manière structurellement plus sobre. C'est ce que j'appelle moi moins d'objets, vous voyez, hein, mais peut-être plus de valeur créée autour des attentes essentielles des personnes. La santé, l'alimentation, l'éducation, le loisir, la mobilité. Mais les loisirs là-dedans, hein, c'est pas un truc austère, c'est pas pour être une société chiante, c'est juste pour avoir des choses qui sont vraiment une utilité. Et ça, vous faites le total de ça, vous voyez que c'est quand même structurellement plus sobre. Ça bouffe moins de carbone que l'accumulation monstrueuse d'objets. C'est quand même les objets qui bouffent du carbone. Hein. Pourquoi ? Parce que les objets, il faut les faire avec des moteurs, et il y a des myriades de moteurs qui travaillent pour nous, alors que la santé, le bien-être, c'est des relations interpersonnelles, il y a aussi l'industrie derrière et tout ça. Hein. Voilà. Donc, conclusion de ça, puis après j'ai presque terminé. J'aime bien ça. Ça, j'ai pris dans le yin et le yang, je vais y arriver. C'est dans une conférence de l'Institut de Wuppertal, là, qui ont été des pionniers en Europe avec Van Weizsäcker sur les questions environnementales. Ça fait 30 ou 40 ans. On n'a pas ça en France, hein, soit dit au passage. On a de très bons instituts. Hein. Mais là, c'est beaucoup d'ingénieurs. Et des instituts comme l'Institut de Potsdam, où il y a vraiment énormément d'ingénieurs et qui travaillent sur ces sujets d'éco-efficacité, etc. Je trouve qu'on n'a pas vraiment l'équivalent en France, malheureusement. Mais bon, ça va venir. Hein. Voilà. Alors, juste en parcourant quelques grands chantiers pour le court terme, pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Un grand principe d'action, c'est ce que j'appelle, je reviens sur la question de la vitesse, il faut agir là où ça a de l'effet. Hein, pas la peine de s'exciter sur des choses qui vont faire bouger. On est en situation d'urgence.
et là où on peut aller vite. Alors par exemple sur la vitesse, sur la mobilité, bon, il y a maintenant l'idée de faire des RER. Moi-même, j'ai défendu cette idée. Faire des RER autour de Lyon, de Toulouse, de Marseille-Aix, etc. Parce que l'endroit en France où on dépense le plus d'énergie, où on émet le plus de gaz à effet de serre, c'est les grandes couronnes des grandes villes. Hein, c'est là que se font les émissions. C'est plus dans les cœurs de ville. C'est vraiment dans les grandes couronnes. Et donc, il faut augmenter. Vous avez vu ces lotissements dans la nature. Là, les gens sont obligés de prendre leur voiture. Et donc, il faut augmenter ça. Mais le problème, c'est que ces réseaux ferrés, moi, je pense qu'il faut les faire. D'ailleurs, le président a dit qu'on allait faire des RER dans toutes ces grandes villes. Je pense qu'il y a aussi des beaux chantiers pour les ingénieurs. C'est pas facile parce qu'il y a des gares terminales. Il faut ramener les gens, vous voyez, à la Part-Dieu et tout. C'est pas un sujet simple. Mais le problème, surtout, c'est qu'il va falloir 25 ans, quoi. Hein, et dans 25 ans, on aura passé le cap le plus dur. Donc le véhicule électrique, l'électrification du véhicule, c'est peut-être moins bien. Il y a des écolos qui disent ouais, c'est pas bien, c'est toujours des voitures, il y a du cobalt, il y a des enfants. D'accord, mais est-ce qu'on a un autre choix aujourd'hui? Non. Donc il faut électrifier la mobilité, il faut organiser le covoiturage dans les zones peu denses, et ça commence à se faire. Il y a des tas de petites boîtes qui se montent qui sont très intéressantes, parce que pour l'instant c'est désorganisé. On peut quand même gagner beaucoup. Et puis il y a la solution que préconisent un certain nombre de vos anciens, qui sont de développer davantage les cars sur autoroute, parce que les cars sur autoroute, par exemple, Brotteau, qui est un de nos anciens, là, qui est chez Vinci, il a un argumentaire assez fort, je trouve, pour dire si des bus sur autoroute, c'est quand même beaucoup moins coûteux, moins long à mettre en œuvre que des réseaux ferrés lourds. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout faire, mais il y a un problème d'ordre. Alors, les chantiers, une nouvelle base énergétique. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est le grand chantier de la décennie à venir, c'est l'électrification, avec notamment le nucléaire, qui va être aussi assez long à remonter, mais l'éolien et le solaire qui peuvent aller plus vite. Hein, c'est un des grands avantages de l'éolien et du solaire. Et de toute façon, ça c'est un des grands sujets de discussion qu'on va avoir. Le gouvernement n'est pas très très clair malheureusement là-dessus. Enfin, il l'est en parole, mais enfin, vous savez, l'éolien et le solaire sont très peu, surtout l'éolien, très peu populaires. Donc il faut vraiment se battre pour faire passer l'idée que sans éolien et sans solaire, on ne s'en sort pas. On ne tiendra absolument pas nos objectifs. Hein, bon, ça c'est les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez, le passage à des énergies renouvelables, il a démarré. On investit plus aujourd'hui, mais comme j'ai dit, on continue malheureusement aussi à investir dans pas tellement nous, mais d'autres pays, dans le charbon, le gaz et le pétrole. Mais quand même, la révolution des renouvelables, elle est à venir. Ça change complètement. Ça veut dire que électrifier, pourquoi électrifier? Parce que c'est le vecteur électrique. Je rappelle que l'électricité, ce n'est pas une énergie, hein, c'est un vecteur pour transporter de l'énergie. Le vecteur électrique, il a cet énorme avantage qu'il est décarbonable plus facilement. Parce qu'on a au moins 3 sources. Hein, le nucléaire, l'hydroélectricité, on n'a plus tellement la possibilité, mais enfin on en a quand même pas mal. Et puis les renouvelables. Donc si on électrifie, l'idée de base, c'est qu'il faut électrifier le plus de process possible et avoir de l'électricité propre. Les deux allant ensemble. Ça, je vous renvoie aux projections de RTE, le gestionnaire du réseau de transport électrique. En fait, l'idée, c'est de dire on va faire des gains globaux, mais d'énergie, mais comme on aura plus d'énergie d'origine électrique, aujourd'hui, l'électricité, c'est 25 à 30%, pas plus, hein, de notre mix énergétique. Hein. Et donc, en particulier, l'électrification de la mobilité est stratégique. Donc, les véhicules électriques et puis aussi les pompes à chaleur, ça fait plus d'électricité. Il va falloir produire plus d'électricité, il va falloir la stocker, parce que l'intermittence, c'est quand même un problème. Il va falloir être plus intelligent pour la répartir, et il va falloir plus de réseaux. Enedis, qui est le distributeur,
filiale d'EDF, a provisionné 100 milliards d'euros pour des nouveaux réseaux. Ces nouveaux réseaux, il faut les faire passer dans les campagnes. On va retrouver la bataille culturelle dont je parlais tout à l'heure. Si on baisse les bras là-dessus, eh ben, on va être mal. Hein. Donc le système électrique est en train de changer complètement. C'est un énorme, magnifique sujet pour les ingénieurs. Hein. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'ingénieurs des ponts qui sont dans le secteur de l'énergie aussi. Hein. Voilà, il va falloir avoir... on va passer un nombre incroyable de points de production. Et puis on va faire de l'électricité locale, hein, pour des communautés locales. Ça se développe de plus en plus, l'autoconsommation, etc. Mais ça ne suffira pas. C'est pas avec ça qu'on va faire de l'acier, faire rouler les TGV. Et donc il faudra aussi de l'électricité. En fait, les renouvelables, contrairement à une imagerie répandue, c'est un truc qui demande de la grande échelle, quoi. Hein, et beaucoup d'interconnexions. Ça, c'est le parc éolien en Allemagne. Vous voyez qu'en France, on a un peu de marge quand même. Et ça, j'aime bien cette carte parce que c'est tous les projets qui sont en mer du Nord. Il y a un énorme complexe en fait, de production éolienne qui est en train de s'installer entre l'Angleterre, la Scandinavie, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui va nous fournir de l'énergie éolienne avec des îles artificielles. Enfin, c'est de très gros chantiers. Même chose en Espagne et au Maroc sur le solaire. Et donc, si on n'y fait pas attention, si nous, on continue à chipoter sur chaque éolienne en disant ça détruit les paysages, etc., c'est vrai que ça détruit un peu les paysages parce qu'on les a mis n'importe où, n'importe comment. Donc, il faut organiser ce processus-là. Si on l'organise, si on ne le fait pas, eh ben, on va être dépendant de ces installations-là. Voilà. Parce qu'encore une fois, l'avantage de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles peuvent être mises en œuvre quand même beaucoup plus vite que la nouvelle production nucléaire. Deuxième chantier, l'agriculture, immense. Voilà. Vous voyez, ça c'est les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que le bœuf, c'est quand même presque 4 fois les émissions de gaz à effet de serre du Japon. Hein. Donc, manger moins de bœuf, pas réduire complètement. Mais il y a aussi des céréales qui sont très, très émettrices, ça on en parle moins, le riz par exemple, hein, très, très émetteur. Voilà. Mais ça, j'en parle pas parce que je ne suis pas compétent. Les villes et les territoires, ben, vous avez toute l'année pour en parler, ça va être le grand sujet, l'école des ponts. J'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre estimées des grandes agglomérations mondiales. Vous voyez, l'Asie compte beaucoup, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, la barre verticale, c'est les variances. Hein. Donc, c'est quand même des estimations qui sont extrêmement difficiles à faire. Et ce qu'on voit, c'est que les émissions des grandes villes, plus elles sont grandes, plus les émissions importées, c'est-à-dire que ce qui compte, une fois de plus, c'est évidemment l'organisation de la ville, mais aussi les modes de vie des habitants. Et plus les villes sont grandes, plus cet aspect-là est très important. Quoi. Voilà. Il faut penser système. Par exemple, est-ce qu'il faut faire des logements plus petits? Vous voyez, si c'est pour faire du télétravail comme ça, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, mais je trouve ça amusant. Parce que si vous optimisez, les ingénieurs, ils adorent optimiser. Mais on optimise analytiquement. Hein. Donc, si vous optimisez un logement, ben vous dites plus il est petit, moins il consomme de ciment, mieux c'est. Hein. C'est sûr que le KGB, le placard à balai, c'est quand même génial du point de vue environnemental. Hein. Si on nous met tous dans des placards à balai, on ne va plus consommer de ciment. Je caricature un peu, mais c'est un argument que vous entendez quand même. Hein. Voilà, moi, j'aime bien Bill Wicks, mais dans son dernier bouquin, il explique qu'il faut faire des logements plus petits. Bon, je suis désolé, la demande des Français, c'est d'avoir des logements plus grands. La demande de base. Et si vous voulez, si vous avez fait du télétravail, si vous n'êtes pas encore jeune parent, mais enfin, avec les enfants dans les pattes et tout ça, vous voyez que c'est quand même mieux d'avoir un peu de place et d'avoir un petit bureau. Il peut être dans l'immeuble, le bureau, hein, pour faire du télétravail. Mais si tout le monde est coincé dans des logements, donc il faut raisonner de manière globale. Et avec ça, on évitera peut-être de la mobilité.
mais chacun raisonne dans son couloir. Hein. Sur la mobilité, on pourra en parler des heures. Voilà. Agir à la bonne échelle. Le local, les circuits courts, c'est très bien, mais il y a aussi besoin de vision plus globale, quoi. Moi, je plaide en ce moment pour un retour à un aménagement du territoire national. Parce que, par exemple, sur les renouvelables, aujourd'hui, vous constatez que, vous avez peut-être vu sur la carte tout à l'heure, là où il y en a le moins, c'est à la région PACA, où j'habite maintenant, où il y a un peu de vent et un peu de soleil quand même. Hein. Ben, il y en a beaucoup moins que dans la Meuse, où il y a un peu moins de vent et un peu moins de soleil. Donc, quelque part, si on ne planifie pas un peu ça, et qu'on se contente de laisser faire le bottom-up, eh ben, on ne va pas y arriver non plus. Et puis, il y a tout le domaine de l'adaptation qui est gigantesque. Voilà. Et puis, pour finir, c'était quelle société est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer ça? Hein, ça, c'est un photographe qui fait il fait sortir, il parcourt le monde et demande aux gens de sortir ce qu'ils ont dans leur maison. Bon, ça vous rappelle quelque chose. Enfin, moi, si on devait le faire, nous, ce serait à peu près ça, hein, je pense. Voire pire. Parce que quand on vieillit, on accumule. Voilà. Donc, ça, c'est pas tenable. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une vie idéale? Je ne suis pas sûr. Hein. Donc, si on en réduit un peu, par exemple, un peu moins de jouets en plastique pour les enfants, quoi. Les chambres d'enfants sont quand même des choses monstrueuses maintenant, avec tout ce plastique dans lequel on étouffe. Et même si vous le faites en bois, un peu moins, on n'est pas plus malheureux. Voilà, on ne veut pas non plus revenir à ça, hein, parce que c'est ça la situation de certaines de la planète. On ne va pas demander à ces gens-là, en plus, de se serrer la ceinture pour les précédents. Et puis, pour ce que j'ai appelé cette économie, nouvelle économie, qui se recentre en fait sur les besoins des individus, les besoins de base, je pense que ça permettrait d'avoir une économie qui soit structurellement plus sobre. Voilà, je crois que j'ai terminé. Voilà, donc synthèse, sortir des énergies fossiles est une priorité. On en est loin, mais substituer de l'énergie propre à l'énergie sale ne suffit pas, quoi. Hein, c'est-à-dire, par exemple, il y a tout un flou artistique sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie verte. Moi, j'ai été en discussion un peu avec le ministère des Finances quand ils ont sorti leur idée d'industrie verte. L'industrie verte, c'est pas simplement de l'industrie dépolluée. Si vous faites des hummers verts avec des process verts, etc., vous avez quand même au bout du compte des hummers qui vous bouffent des tonnes d'acier et puis donc des quantités extravagantes d'électricité, même si on électrifie tout. Donc il faut quand même aussi de la sobriété dans l'industrie verte. Et le recyclage est un peu un piège parce que une fois qu'on a dit qu'on recyclait, eh ben oui, mais enfin peut-être le mieux ce serait d'avoir moins à recycler aussi. Je ne suis pas en train de prêcher la décroissance et l'austérité. Hein. Vous voyez, il y a un peu plus subtil que ça. Et donc inventer de nouvelles façons de produire, de consommer, d'organiser notre espace et notre temps, de définir nos priorités économiques et sociales. Voilà, merci pour votre patience. Et au boulot. Donc merci pour ces réflexions extrêmement stimulantes pour nous tous et en particulier pour nos jeunes élèves. Donc on va prendre un quart d'heure environ pour des questions. Vous avez insisté sur ça au début, mais déjà que les gens ont du mal avec l'idée d'une transition écologique, comment on fait pour convaincre les gens que l'idée d'une bifurcation est nécessaire et qu'elle va devoir inexorablement se faire du fait de l'épuisement des ressources et des diminutions des réserves en énergie fossile? Vous avez raison, c'est sûr que le mot transition, le mot bifurcation, il est sans doute un peu dans la communication publique, c'est sûr qu'il est peut-être un peu risqué, quoi, parce que les gens vont dire, mais il faut vraiment qu'on change tout. Voilà, c'est vrai. C'est là que c'est compliqué. Il faut expliquer, mais quand même, en même temps, il faut quand même expliquer qu'il faut faire des changements un peu radicaux. Mais en même temps, vous avez entendu mon discours. Je dis pas qu'il faut tout changer. Je dis pas qu'il faut arrêter ni de manger de la viande. Enfin, on a quand même une vision aujourd'hui un petit peu. Il y a un certain nombre de discours radicaux. Moi, je pense que les discours radicaux, ils desservent vraiment les causes qu'ils sont censés défendre. Hein. Donc, on peut avoir
Alors, ouais, mais c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Ceci dit, on est bien dans une bifurcation et pas juste une transition. Hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez des lectures à nous recommander si jamais on voulait approfondir cette vision de l'urbanisme que vous nous avez présentée? Des lectures, c'est ça? Oui. Oui, mais je ne vais pas vous le donner comme ça. Je vous enverrai une liste de lectures, mais ça, on va vous en parler dans beaucoup de cours, etc. Hein, de la question de l'aménagement. À mon avis, on répète un peu beaucoup, parfois les mêmes trucs, quoi. Et on dit l'étalement urbain, etc. Ok. Je pense qu'il faut aussi que vous ayez l'esprit critique et que vous regardiez les choses. Par exemple, ce que je vous ai dit sur le fait que c'était les modes de vie, au fond, quand même, qui étaient déterminants, ça interroge quand même. Est-ce qu'il faut vraiment empêcher les gens de vivre en maison individuelle? Moi, je pense pas. Hein, moi, j'adore les maisons individuelles. Et je pense comme la majorité des Français. Et donc là, il faut qu'on fasse gaffe, quoi. Là, mais parce que si on raisonne, il faut raisonner système. Si vous raisonnez système, si vous êtes des maisons individuelles, comme c'est le cas par exemple dans beaucoup de pays du nordique, hein, qui ne sont pas du tout anti-écolo, bien au contraire, mais vous avez toujours à proximité, c'est dans un environnement urbain, vous avez des écoles à proximité, des commerces à proximité, vous pouvez y aller en vélo, et vous êtes à proximité d'une gare pour vos déplacements, et que votre maison est bien isolée, et qu'elle est chauffée ou refroidie, parce qu'on n'a pas parlé des clims, avec de l'électricité propre, où est le problème? Où est le problème? Là, il faut faire attention. Il y a, à mon avis, un peu des images toutes faites, quoi, chez beaucoup d'urbanistes qui se répètent un peu. Mais bon. Mais on va vous donner toute une bibliographie, vous inquiétez pas. Vous allez crouler sous les bouquins. Hein. Bonjour. Moi, j'avais une question à propos de est-ce que vous pensez qu'on peut concilier un monde écologique et durable et une économie comme elle est aujourd'hui, à savoir libérale et mondialisée? Moi, je pense qu'il faut, il faut faire avec le monde comme il est. Quoi, hein. Moi, je sais pas du tout, vous l'avez compris, je suis pas un grand défenseur de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien du tout. Que bon voilà, on pourra en parler. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus aussi dans d'autres livres. Hein. Moi, j'ai un peu une première réponse à ça, c'est que même si on veut faire la révolution, on n'a juste pas le temps, quoi. Hein. S'il faut tout rebâtir, c'est ça, moi, qui me fatigue un peu dans certaines positions radicales. Les gens, mais même, vous voyez, quelqu'un comme Bruno Latour, que j'ai assez bien connu, et qui est un type formidable. Mais Bruno Latour, vous avez lu un peu Bruno Latour, enfin, vous voyez qui c'était, il est mort il n'y a pas longtemps, il a un très gros impact. Bruno Latour, il dit, la société industrielle, ça ne va pas, il faut, comme je disais tout à l'heure, je caricature un peu, il faut faire un reset, quoi. On repart à la base, on parle des besoins des territoires, etc. Mais pendant ce temps-là, le monde continue à tourner. Et si par exemple, si on ne change pas vite d'énergie pour passer des fossiles aux renouvelables, eh ben, on va simplement dans le mur. Et donc, c'est pas en s'asseyant sur le bord de la route et en disant ce serait bien si on vivait autrement qu'on va y arriver. D'autant qu'on n'est pas seul au monde et que les Chinois, les Indiens et les autres continuent à agir. Quoi. Alors, la slide la dernière que j'ai pas eu le temps de commenter, c'est de dire aussi, on a dans cette économie avec tout ce dysfonctionnement, on a des tendances positives, on a des tendances sur lesquelles il faut faire judo, il faut s'appuyer. J'en ai cité deux. Le fait de passer, par exemple, vous voyez quand même les modèles économiques aujourd'hui sont de moins en moins des modèles économiques de la possession. Hein. Vous n'avez pas vraiment, votre génération n'a pas forcément envie d'acheter une voiture ou des tas de meubles, etc. Hein, d'ailleurs, même pour des raisons autres qu'économiques. Et donc, l'idée d'avoir les modèles économiques qui sont, on dit parfois de la fonctionnalité, c'est-à-dire que les industriels qui vendent un service et plus un objet, eh ben, c'est un truc positif du point de vue environnemental, parce que, évidemment, quand vous vendez
quand vous louez, par exemple, c'est des modèles qui existent dans le B2B, enfin dans les relations interindustrielles depuis longtemps. Quand vous louez un objet, vous avez plutôt intérêt à ce qui dure. Hein. Alors que quand vous le vendez, hein, c'est voilà. Quand Michelin facture des pneus au kilométrage, ils ont intérêt effectivement à ce que les kilomètres durent, quoi. Donc il y a des nouveaux modèles économiques comme ça. C'est pas avec ça qu'on va changer le monde, hein, mais quand même des nouveaux modèles économiques, moins de possession, plus de services. Et puis le deuxième volet, c'est que quand je disais par exemple privilégier mon histoire d'économie humano-centrée, c'est pas une idée en l'air, parce que quand vous regardez quels sont les secteurs aujourd'hui qui se développent le plus spontanément dans l'économie telle qu'elle est, eh bien c'est précisément ces secteurs-là. Le secteur numéro 1 qui bat tous les records, c'est la santé. Alors on ne le voit pas parce que c'est largement socialisé, que c'est la Sécu qui paye. Mais en réalité, on voit que ce sont ces secteurs-là, les secteurs en fait qui touchent à l'individu, qui touchent à nos corps, qui touchent à nos esprits, qui touchent à nos expériences, à nos imaginations, etc. C'est ça qui se développe. Et on est moins... Parce qu'on est encore... vous vous souvenez l'image que je vous ai montrée avec la maison, avec tous ces objets autour, c'est encore l'héritage au fond, j'allais dire, de vos grands-parents, quoi. C'est-à-dire la génération d'après la guerre qui a commencé à remplir les maisons avec tout un tas d'objets, ce que j'appelle l'économie, garage, salon, cuisine, des 30 glorieuses. Bon, on arrive au bout de ce cycle-là. Et donc, pour aller vers des choses qui sont plus utiles et qui, en même temps, sont structurellement moins consommatrices d'énergie, de matériaux et émettrices de gaz à effet de serre. Il faut toujours penser, il faut mettre moins de moteurs dans la boucle, quoi, hein. C'est un des grands sujets de Jean Covici, que vous connaissez, c'est de dire, au fond, l'énergie, c'est que des moteurs, des millions de moteurs qui tournent pour nous. Vous prenez votre petit déjeuner, vous réfléchissez à tous les moteurs qu'il y a derrière pour produire tout ce que vous avez. Eh ben, si on peut en avoir un peu moins, on fait des grosses économies. Et on ne vit pas forcément plus mal. Et donc, ça, c'est des tendances qui sont aussi dans l'économie. Donc, il faut appuyer là-dessus et aller dans ce sens-là. Après, il faut surtout faire avec le monde tel qu'il est, quoi. Il ne veut pas dire l'accepter. Que le CO2 était responsable de l'effet de serre et que l'effet de serre était responsable du réchauffement climatique. Parce qu'en fait, cette personne attendait une démonstration rigoureuse et considérait que l'atmosphère était vraiment trop complexe pour être modélisée. Est-ce que vous avez des idées d'études qui puissent apporter une preuve rigoureuse à ces personnes qui doutent? Qui doutent de quoi? Je pense très bien. Ça résonne beaucoup, moi, je trouve. Mais... Pardon. J'ai rencontré une personne qui croyait pas que le CO2 donc était responsable du réchauffement climatique. Et chercher une preuve rigoureuse. Est-ce que vous avez une idée d'une étude? Oui, j'ai pas parlé volontairement de tout ce qui est en amont, hein, c'est-à-dire de tout la question du climat, etc. Parce que ça, je pense que vous en avez parlé. C'est bien qu'on explique aux gens qu'il y a les travaux du GIEC, etc. Moi, j'ai pas parlé de ça volontairement parce que ça, c'est vraiment en amont. Là, je pense qu'on est dans l'ordre un peu des croyances, quoi. Très franchement, quand les gens vous disent non, mais tout ça, c'est pas vrai, c'est extrêmement. Ça a dû vous arriver, hein, de discuter avec des gens qui ont une vision complotiste du monde. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette slide très inquiétante. Et je pense que c'est très difficile de convaincre les gens parce que après, il faut avancer quand même, quoi. Et je pense qu'il faut quand même avoir c'est là qu'il y a une frontière subtile entre le radicalisme et la réforme, quoi. Il ne faut pas prendre les gens de face. Par exemple, j'ai évoqué cette histoire des zones à faible émission. Vous êtes au courant de ça, hein? Bon, alors, moi, j'étais contre ça, parce que après, ça se discute, hein. Mais d'abord, je ne vois pas pourquoi il faudrait réduire les émissions uniquement dans les centres-villes. Parce que c'est pas là qu'elles sont les plus fortes. Les émissions les plus fortes, elles sont, y compris les émissions polluantes, les NOx et tout ça, c'est plutôt là où il y a beaucoup de trafic automobile, c'est-à-dire en dehors des centres-villes. Et puis franchement, quand on fait le bilan de tout ça, on voit que c'est un affichage qui est perçu, et pas tout à fait à tort,
comme une interdiction faite aux gens moins riches des banlieues de rentrer dans les centres, parce que maintenant, quand même, les centres sont nettement plus riches, pas toujours, hein, mais que les banlieues, avec leurs vieilles bagnoles polluantes, etc. Les gens de l'industrie automobile, assez cyniquement, disent que c'est une bonne mesure parce que ça va pousser les gens à racheter des voitures électriques. Enfin, encore faut-il qu'ils aient les moyens pour le faire. Et donc, moi, je pense que ça, c'est le genre de politique qui est un peu une politique, elle n'a pas été conçue comme ça, mais qui est perçue comme une politique antisociale. Et ça ne fait pas avancer le public. Hein. Après, il y a des gens qui vont argumenter dans l'autre sens, mais il faut réfléchir à ça, plus que ce qu'on fait, quoi. Bonjour. Oui. J'aimerais bien savoir si vous pensez que ce qui va amener cette bifurcation et ce qui va en être le moteur, c'est une évolution de l'offre de la part des entreprises ou une évolution de la demande avec une évolution des mentalités de la part des consommateurs. Oui, mais je pense que c'est pour ça que dans la sobriété, vous avez vu, j'ai pas mis que la demande, quoi, du côté, parce qu'il y a l'offre est très importante. Hein, vous êtes quand même un peu ficelé par l'offre. Puis vous avez beaucoup de domaines où finalement vous n'avez pas. On dit qu'on a un hyper choix, mais on n'a pas tellement de choix que ça. Hein, dans les. Et puis on vous fait des améliorations de produits que vous ne demandez pas, quoi. Je suis exaspéré par toutes les. La façon dont l'industrie informatique, le logiciel nous impose en permanence des améliorations dont on n'a rien à foutre en réalité. Hein. Donc la question de l'offre, elle est quand même fondamentale, quoi. Et là, je pense qu'il faudrait un peu une révolution culturelle du côté des ingénieurs qui disent, mais notre boulot, c'est pas seulement de faire des produits toujours plus sophistiqués, parce que faire des produits simples, vous vous souvenez de mon cahier des charges tout à l'heure, des produits simples, robustes, sûrs, etc., c'est très difficile à faire, en fait, hein, à des prix compétitifs. Et donc, on pourrait mettre de l'intelligence là-dessus, et pas toujours inventer. C'est un peu le problème de la tech, ils sont toujours en train d'inventer des trucs plus sophistiqués les uns que les autres, bon, sans toujours se poser le problème d'utilité sociale. Et là, la difficulté, c'est que dans les bureaux d'études, vous voyez, il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, de moteur pour ça. On ne voit pas très bien les incitations qu'on peut mettre. Hein. C'est vraiment un problème culturel. Alors, je pense que c'est en train de changer. Par exemple, dans le bâtiment, c'est en train de changer. Les jeunes architectes, les jeunes ingénieurs, il y a vraiment, surtout chez les jeunes architectes, il y a vraiment une nouvelle culture très importante justement de la simplicité, d'utiliser moins de matériaux, d'utiliser des matériaux plus sobres, etc. C'est pas encore vraiment passé dans le grand public, mais du coup, je pense qu'il y a un peu un problème générationnel là, qui va se créer entre les. Vous voyez, il y a des produits, par exemple, qui sont vraiment quand même extrêmement, qui sont encore des architectes qui font des trucs extrêmement sophistiqués. Moi, par exemple, je vois là sur le trajet, vous avez les deux tours de Jean Nouvel à la porte de Bercy, là. Bon, moi, je pense que ça, c'est un peu de l'ancien monde, personnellement. Hein. Après, on peut en discuter. Parce que à quoi ça sert d'avoir cassé le haut, là, c'est purement gratuit. Ça coûte quand même très, très cher. Hein. Et moi, j'aime mieux, par exemple, pour donner des noms, moi, j'aime mieux des démarches comme celles d'architectes comme Lacaton et Vassal, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des archis qui font dans le sobre, dans le beau et le sobre. Hein. On n'est pas obligé de faire des prouesses techniques tout le temps. Voilà. Après, on a le droit aussi de temps en temps de faire une prouesse technique. Il ne faut pas non plus être puritain. Hein. Bonjour, j'avais une question qui était un peu le pendant de celle qui vient d'être posée sur l'offre, en fait, qui serait plutôt celle sur la demande. Vous avez évoqué un peu plus haut la nécessité d'englober les stratégies de transition dans un nouveau récit, un nouveau, en fait, donner envie aux gens, pas seulement les forcer, mais qu'en fait le rêve des enfants qui naissent maintenant, ça soit pas d'avoir une grosse voiture, une grosse maison. Ouais. Comment on fait vivre ces nouveaux récits et on donne envie aux gens de les incarner, d'en faire partie? Non, mais je sais pas, moi, modestement, j'ai essayé de poser le problème. Je crois qu'il est majeur. Et puis, par exemple, là, j'ai pas eu le temps de développer, mais l'idée d'avoir une société qui soit, comme je disais là, humano-centrée, recentrée sur des besoins, c'est quand même une idée qui marche assez bien. Elle est très proche d'ailleurs, finalement, si vous regardez Jacques Attali, ça fait des années qu'il défend l'idée d'économie de la vie.
en disant, au fond, quand il fait la liste des secteurs, je m'en suis aperçu après, il y a des gens qui ont dû dire, j'ai copié Attali. En fait, je l'ai lu après, mais peu importe. C'est un peu la même idée, c'est de dire, on a tellement de choses utiles à faire. La santé, le bien-être, la santé aussi des écosystèmes, une agriculture de qualité, tout ça, on peut quand même bâtir, je pense, je l'ai fait un peu à la fin de mon bouquin, j'ai 1 ou 2 pages, vous pouvez vous appuyer sur des philosophes, par exemple des économistes comme Amartya Sen, moi que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, hein, un prix Nobel d'économie indien, qui dit qu'il faut développer les SEN, S-E-N, qui dit qu'il faut développer les capacités, les capacités, il appelle ça, en français on va dire les capacités, les compétences des gens. Chacun devrait pouvoir développer ses compétences de manière, c'est quand même un projet, il y a des projets de société comme ça, quand même positifs, il y a des récits positifs qu'on peut faire, qui ne sont pas juste toujours l'accumulation l'accumulation d'objets. Bon, après, vous avez par exemple la sobriété heureuse. Bon, j'aurais pu reprendre ce mot, mais vous savez, c'est Pierre Rabhi qui a expliqué ça. Bon, alors, moi, je n'ai pas d'opinion vraiment là-dessus, mais là, c'est la version un peu babacool, quoi, des choses. Donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde, ça. Tout le monde n'a pas envie d'aller élever des chèvres dans les Cévennes. Bien que ça peut être très... C'est assez dur, hein, je pense. Mais voilà. Je pense qu'il faut accepter aussi une grande pluralité. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un récit unique, quoi. Mais il faut quand même montrer, moi j'en suis profondément convaincu, c'est que je pense qu'on peut être beaucoup plus écologique, entre guillemets, et en même temps avoir une qualité de vie meilleure. Ça se résume à ça. Ça se résume à ça. Et ça, les ingénieurs, on leur part apporté, et pas simplement d'expliquer tout le temps que vous allez voir, on va vous faire un truc avec un maximum de domotique, des trucs qui s'ouvrent tout seuls, hein, par exemple, la domotique, il faudrait réfléchir sur la domotique. Qu'est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qui est utile en domotique? J'ai vu des nouveaux logements qui ont été livrés. En plus, c'était ringard parce on pouvait plus descendre, on pouvait plus allumer de lampe, on pouvait plus descendre les volets ou fermer les volets autrement que par des interfaces qui étaient ringardisées au bout de fixes, qui étaient ringardisées au bout de quelques années, quoi. C'est pas ça la modernité, hein. Moi, j'aime bien les volets qu'on peut à la manivelle parce que quand il y a une panne d'électricité, on peut quand même dormir la nuit, quoi. Enfin, je veux dire, il y a 1001 choses comme ça, hein, qu'on peut faire. Merci beaucoup, Pierre. Il me revient de conclure. Merci infiniment, Pierre, pour ta présentation. Merci, chers élèves, pour vos questions. Je ne vais pas être beaucoup plus long et pas conclure, mais juste parce que vous avez un directeur têtu, je veux enfoncer le clou sur quelques éléments qu'a donné Pierre et qui, à mon avis, sont des éléments qu'il faut que vous gardiez en tête au cours de votre scolarité. Pierre a parlé de complexité. Le problème est complexe, on l'a souvent dit, et de pragmatisme, c'est-à-dire de faire aussi avec ce qui est là et d'essayer de changer les choses, mais en partant de la base qui est installée. Le terme de sobriété en France, il est un peu utilisé à toutes les sauces. L'équivalent anglais est assez intéressant, sufficiency, et ça renvoie vraiment à l'idée de justice aussi dans les technologies. Pierre a essayé de nous expliquer ni low-tech ni high-tech, just tech, juste le bon niveau de technicité. Il y a un point que j'ai pas assez souligné tout à l'heure en présentant Pierre, c'est le LATS. Le LATS, vous savez, c'est le laboratoire de sciences sociales de l'école des Pompes. Pierre l'a dirigé très longtemps. Pierre, qui lui-même est sociologue, je l'ai pas assez dit non plus. Et pourquoi j'insiste sur le LATS et sur Pierre, c'est que je vous l'ai dit en vous accueillant, les humanités, on veut que ce soit au cœur de votre formation. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'a brillamment exposé Pierre ce matin, ce midi. C'est-à-dire que être un technicien pour la technique, vouloir toujours performer dans la technique ne suffit pas face à l'enjeu qui est devant nous. Et donc l'apport des humanités, l'apport des sciences sociales, l'apport de la sociologie, l'apport de l'économie, l'apport de l'anthropologie, l'apport de la beauté, savoir ce dont les gens ont envie, ce que les gens sont prêts à accepter, sont des éléments totalement fondamentaux pour que vous soyez des ingénieurs qui soient percutants, efficaces et au rendez-vous de ces enjeux-là. Et donc c'est aussi pour ça, et encore une fois un grand merci, je savais qu'en invitant Pierre, cette dimension-là serait particulièrement présente et elle l'a été. Et je fais un autre clin d'œil au LATS pour revenir sur
les utopies, les histoires qu'il va falloir raconter pour que cette bifurcation, au-delà de la transition, elle soit possible. C'est l'ingénieur artiste. Je décris pas le clin d'œil. Vous irez chercher à quoi je fais référence dans ingénieur artiste. Mais je pense qu'il y a ça qui se joue dans vos obligations, c'est d'être des ingénieurs aussi qui portent cet art de pouvoir définir, de pouvoir faire rêver nos concitoyens sur des avenirs plus sobres, plus écologiques, mais tout aussi heureux. Et donc, je n'ai qu'un mot d'ordre, en remerciant à nouveau infiniment Pierre, c'est soyez curieux, et donc allez lire Bruno Latour, allez lire Philippe Biwix, et surtout, lisez Pierre Weltz. Voilà. Merci Pierre.